nouvelle vidéo consacrée aux révisions du bac d'histoire-géographie. Cette vidéo est consacrée au thème 1 d'histoire, le jeu des puissances dans les relations internationales depuis 1945. Elle fait suite à la vidéo sur la guerre froide et s'intéresse cette fois à l'affirmation de nouvelles organisations régionales et internationales depuis 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde se recompose et de nouvelles organisations régionales et internationales apparaissent. La Société des Nations, la SDN, créée en 1919, suite à la Première Guerre mondiale, n'a pas su empêcher la Seconde Guerre mondiale de se produire. Face à cet échec, elle est dissoute en 1946 au profit d'une nouvelle organisation, l'ONU, pour Organisation des Nations Unies, créée dès 1945. Comme la SDN, elle a pour but de consolider la paix en mobilisant la coopération internationale. Mais la SDN était composée à majorité de pays euro, latino et sud-américains. Les États-Unis n'en faisaient pas partie car, malgré les efforts du président Wilson, le Sénat américain souhaitait revenir à une politique isolationniste. Et certains pays étaient déjà résolus à ne pas respecter ces injonctions à la paix, comme le Japon, qui envahit la Mandchourie en 1931. Ou encore l'Italie de Mussolini, qui envahit l'Éthiopie en 1935. L'ONU hérite ainsi du même grand défi qui pesait sur la SDN, celui du maintien de la paix ou de l'ordre dans le monde. Néanmoins, cette fois, l'ONU dispose d'une structure plus cohérente avec un Conseil de sécurité dans lequel siègent les principaux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et l'ONU s'universalise au fur et à mesure jusqu'à intégrer la totalité des États du monde aujourd'hui, à l'exception de 2 États, le Vatican et la Palestine, qui sont des États observateurs non membres. Dans le contexte de la guerre froide, la logique d'alliance défensive face à l'agression potentielle d'un des 2 blocs participe à créer 2 nouvelles organisations. D'abord, l'OTAN, pour Organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949. C'est une alliance militaire défensive contre toute attaque armée de l'URSS face à l'un de ses membres en Europe, en Amérique du Nord ou dans la région de l'Atlantique. Toujours existante, son utilité a été remise en cause depuis quelques années. Néanmoins, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 est venue renforcer l'intérêt stratégique de cette alliance américano-européenne. Ensuite, en parallèle, l'URSS élabore en 1955 une alliance militaire regroupant les pays d'Europe de l'Est avec l'URSS en cas d'agression occidentale cette fois. Cette alliance se nomme le Pacte de Varsovie. Elle sera finalement dissoute en 1991 avec la chute de l'URSS. Mais dans la logique des blocs propres à la guerre froide, on assiste également à l'émergence de nouvelles organisations régionales. Ainsi, le projet politique européen prend forme par étapes successives. En 1950, le plan Schuman est le premier projet de mutualisation entre pays d'Europe de l'Ouest. Il fonde une première institution européenne sur des réalisations concrètes et propose un organisme qui sera chargé de superviser et de répartir la production de charbon et d'acier. L'objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble.
Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le choix est judicieux, car le charbon et l'acier sont à l'époque les deux piliers de l'économie, et ces ressources sont indispensables pour faire la guerre. Mettre en commun ces ressources préviendra toute tentative d'armement et d'agression surprise en Europe. Ce plan Schuman marque la naissance du projet d'Union européenne et annonce la naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952. Les clivages traditionnels européens semblent pouvoir être surmontés grâce à cette ébauche de coopération économique. Mis en confiance par son succès, il suscita ensuite un projet d'armée européenne sous le nom de Communauté européenne de défense. La CED aurait le double avantage de rapprocher les Européens et de reporter la question épineuse du réarmement de l'Allemagne. Prématurée et mal engagée, elle avorta en 1954 et cet échec refroidit les enthousiasmes européens et le sujet d'une armée européenne est toujours l'objet de débats de nos jours. Une nouvelle étape majeure a lieu néanmoins le 25 mars 1957 à Rome, où les représentants de 6 pays jettent les bases de l'Union européenne actuelle. Ce succès résulte de la volonté de paix affichée par les dirigeants de l'après-guerre. Les 2 traités signés à Rome donnent naissance à la Communauté économique européenne, CEE, et prévoit que les États signataires réaliseront une union douanière pour créer un véritable marché commun afin de garantir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la communauté. Si le traité n'évoque pas encore l'éventualité d'une union monétaire, il concrétise les efforts déployés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale au service d'une Europe unie et solidaire face aux 2 grands que sont les États-Unis et l'URSS. Entre 1957 et 1995, la CEE passe de 6 à 15 membres par des élargissements successifs qui étendent la surface communautaire. Elle sera rebaptisée Union européenne depuis 1993. Cet espace d'un nouveau genre franchit une nouvelle étape vers l'intégration avec l'entrée en vigueur des accords de Schengen en 1998, qui instaure la libre circulation des personnes entre les 13 États signataires. En 2002, l'euro est adopté comme monnaie unique dans 12 des 15 États. De 2004 à 2013, l'Union européenne passe de 15 à 28 États. Mais l'entrée de ces nouveaux États, souvent issus de l'ancienne URSS, accentue les écarts économiques entre les membres ainsi que la difficulté à construire l'Europe politique. En décembre 2020, le Brexit, avec la sortie du Royaume-Uni hors de l'Union européenne, révèle les difficultés d'une gouvernance avec autant de pays membres. Néanmoins, que ce soit en étudiant les niveaux de l'inflation depuis 2022 au Royaume-Uni, désormais seul, ou bien en observant la violence de l'agression de la Russie en Ukraine, ces événements rappellent l'importance d'une alliance européenne certes imparfaite, mais néanmoins nécessaire pour résister aux aléas du monde.